Ne me dis pas quoi faire. Tu ne es même pas mon père, a dit ma belle-fille devant mes amis. Quand je l'ai confrontée, ma femme a dit, si tu veux contrôler quelqu'un, et ton propre enfant. J'ai juste souri. Le lendemain matin, tout a changé et je les ai vues paniquer toutes les deux. J'ai passé 13 ans à élever cette fille et à financer son style de vie jusqu'à ce qu'elle cesse de me traiter comme un père et commence à me traiter comme son distributeur de billets personnels. Le pire, ma femme la soutenait. Tout a implosé quand elle m'a insulté devant mes amis. J'ai détruit le fonds universitaire et j'ai divorcé de sa mère. 5 ans plus tard, elles sont réapparues, fauchées et désespérées. Voici ce qui s'est passé. J'ai 47 ans, je suis plombier. J'ai bâti l'entreprise avec mon frère Antoine. Certaines personnes pensent que c'est un travail ingrat, mais l'argent est en fait plutôt bon. À 28 ans, j'avais économisé assez pour acheter une maison de 3 chambres en espèces. 2 ans plus tard, à 30 ans, j'ai commencé à fréquenter Valérie. Je l'ai rencontrée à un barbecue d'amis. Elle avait 26 ans, récemment divorcée, traînant une petite Élodie de 5 ans qui se cachait derrière les jambes de sa mère comme si j'étais le croque-mitaine. Valérie semblait différente des désastres habituels des rencontres. Pas de faux designer, pas d'obsession Instagram, juste une femme qui voulait quelqu'un de fiable. Son ex-mari était un personnage typique qui avait abandonné quand Élodie avait 2 ans et avait déménagé à travers le pays. Son idée de pension alimentaire était peut-être de se souvenir d'envoyer $200 tous les quelques mois quand la culpabilité le frappait. Un vrai gentleman. Pendant ce temps, Valérie travaillait à temps partiel dans une garderie, vivant dans un appartement exigu qui violait probablement plusieurs codes du logement, conduisant une Honda avec plus de kilomètres qu'une navette spatiale. La percée avec Élodie est survenue environ 2 mois après le début de ma relation avec Valérie. La petite est tombée de son vélo, s'est écorché le genou, et Valérie était bloquée au travail. La garderie m'a appelé car j'étais apparemment le contact d'urgence. J'ai tout laissé tomber, j'ai ramassé cette petite fille en pleurs, j'ai nettoyé ses plaies et j'ai mis des pansements de dessins animés. Pendant que je jouais au médecin de campagne, elle a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux bruns et a lâché une bombe, « Merci, papa. » Pas mon prénom. Papa. Il s'est avéré qu'elle demandait à Valérie depuis des semaines si j'allais être son nouveau papa. Quand j'ai demandé comment elle voulait m'appeler, elle a réfléchi pendant exactement 2 secondes avant de dire « papa », comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Ça m'a frappé en plein cœur. Je n'avais jamais voulu d'enfant, je ne me voyais jamais comme un père. Mais voici cette petite fille qui avait été abandonnée par son père biologique me tendant ce titre comme un cadeau. Le moment qui a vraiment scellé le tout est arrivé environ 1 mois plus tard. Je réparais un robinet qui fuyait dans leur appartement. L'endroit était un désastre. Le propriétaire ne voulait rien réparer. Quand Élodie est revenue en courant du terrain de jeu, couverte de terre et souriant comme si elle avait découvert un trésor enfoui. « Papa. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. » Elle m'a tendu une poignée de pissenlits comme s'ils étaient en or. Pas des fleurs, des mauvaises herbes. Mais pour elle, c'étaient les plus belles choses du monde, et elle voulait les partager avec moi. « Ceux-ci sont pour toi parce que tu répares tout, » a-t-elle dit, tout à fait sérieuse. Maman a dit, tu rends tout meilleur. Antoine était là, aidant avec le robinet, et je l'ai surpris à avoir les larmes aux yeux. Plus tard, il m'a dit, les enfants t'ont mieux compris que la plupart des adultes. Tu répares tout. Assure-toi juste qu'ils ne te brisent pas dans le processus. Des mots prophétiques, il s'est avéré. Nous nous sommes mariés quand Élodie avait 7 ans. Elle a insisté pour être à la fois la demoiselle d'honneur et la porteuse d'anneaux parce que c'est aussi mon mariage. Pendant la cérémonie, quand le pasteur a demandé si quelqu'un s'opposait, elle s'est levée et a crié « Je m'oppose ». Signifiant, elle approuvait. Toute l'assemblée a éclaté de rire. Ses premières années furent magiques. Élodie est passée de cette enfant timide et incertaine à cette petite personne confiante qui m'attendait à la porte tous les jours, couverte de n'importe quel désordre qu'elle avait créé, débordante d'histoires sur l'école. Papa, regarde ce que j'ai fait est devenu la bande-son de mon existence. J'étais à fond. Histoire du soir, danse père-fille, lui apprendre à lancer une balle de baseball sans avoir l'air d'avoir une crise. Ce n'était pas une obligation que j'avais héritée. C'était mon enfant, et j'étais son père de toutes les manières qui comptaient vraiment. Le sang n'est que de la biologie. Être présent est ce qui fait de toi un père.
La routine du samedi matin est devenue sacrée. Chaque week-end, juste Elodie et moi, direction Home Depot pour les fournitures de projet, puis un petit déjeuner dans ce restaurant gras qu'elle aimait. Elle commandait des crêpes aux pépites de chocolat et me racontait des histoires élaborées sur son ami imaginaire pendant que je faisais semblant de comprendre la logique d'une enfant de 7 ans. C'étaient les moments où tout semblait parfait. J'ai commencé le fonds universitaire quand elle avait 8 ans. Chaque mois, religieusement, plus les bonus des gros travaux commerciaux. Quand elle a eu 10 ans, il y avait déjà 15 000 $ qui s'y trouvaient. Les amis de Valérie commentaient à quel point elle avait de la chance de trouver un homme vrai et qui traitait Elodie comme sa propre enfant. Mais voici le truc. Je ne la traitais pas comme ma propre enfant. Elle était ma propre enfant. Pendant 8 belles années, j'ai pensé que nous avions quelque chose d'incassable. J'aurais dû mieux savoir. 13 ans. C'est l'âge où ma petite fille, qui avait l'habitude de courir à la porte quand je rentrais à la maison, s'est transformée en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Ça a commencé petit. Des roulements d'yeux quand je posais des questions sur les devoirs. Ce peu importe l'adolescent, devenant sa réponse par défaut à pratiquement tout ce que je disais. Mais le vrai coup de pied, elle a cessé de m'appeler papa. La transition s'est faite progressivement, puis d'un coup. Elle est passée de « Papa, peux-tu m'aider avec ça ?» à simplement m'éviter complètement. Quand elle devait absolument reconnaître mon existence, c'était mon prénom. Froid, distant, comme si j'étais un homme au hasard qui vivait dans sa maison et payait toutes ses factures. La première fois qu'elle m'a appelé par mon prénom, j'ai cru avoir mal entendu. Nous étions chez Target pour acheter des fournitures scolaires et elle a demandé « Est-ce que Jean peut me prendre les cahiers chers ?» Comme si je n'étais pas là. Valérie n'a même pas remarqué, a juste hoché la tête et l'a jeté dans le chariot. Je l'ai tiré à part sur le parking. « Pourquoi tu m'appelles Jean ? Je suis ton père. » Elle a haussé les épaules. « Peu importe. Tu savais ce que je voulais dire. » Aucune correction de Valérie. Pas de « excuse-toi auprès de ton père. » Juste un autre signe que le respect n'était plus requis. Valérie a continué d'insister que ce n'était qu'une phase. Toutes les filles passent par là. Mais ce n'était pas une rébellion adolescente normale. C'était un manque de respect ciblé. Elodie allait très bien avec Valérie, riant et discutant, mais dès que j'entrais dans une pièce, elle prenait cet air comme si j'avais traîné le chien dans la maison. Antoine l'a remarqué immédiatement quand il est venu m'aider à recabler la cuisine. Ton enfant vient de passer devant moi comme si j'avais la peste, puis a demandé 20 $ à sa mère sans même te reconnaître. Tu paies pour une adolescente ou tu héberges une étudiante étrangère hostile. Les demandes ont augmenté en même temps que le manque de respect. Soudain, rien de ce que je fournissais n'était assez bon. Les chaussures à 60 $ sont devenues une insulte. Il lui fallait celles à 180 $. L'iPhone que je lui avais offert pour son 14e anniversaire était de la mauvaise couleur. Tout devait être de marque, cher, exactement ce que ses amis avaient parce que, Dieu nous en préserve, la princesse aurait l'air de venir d'un foyer de la classe ouvrière. Le beau-père de Manon lui a acheté le nouveau MacBook, beau-père. Ce mot a commencé à apparaître de plus en plus, et chaque fois, c'était comme une gifle. Cet enfant qui m'avait appelé papa pendant 8 ans me référait maintenant comme un étranger qui avait épousé sa mère pour l'assurance maladie. J'ai commencé à suivre les dépenses juste pour maintenir ma santé mentale. Facture de téléphone mensuelle, 80 $. Assurance auto, 150 $. Cours de danse, 120 $. Jean de marque, 200 $. Maquillage qui coûtait plus cher que mes bottes de travail, 150 $. Et ce n'était qu'un mois. Pour quelqu'un qui me traitait comme une gêne, le point de rupture est venu pendant la 2e année de lycée. J'avais passé 12 heures à gérer un bouchon commercial qui était littéralement couvert de déchets, épuisé, et pas d'humeur pour le drame adolescent. Elodie était dans la cuisine, exigeant de l'argent pour un voyage scolaire. J'ai besoin de 200 $ pour l'acompte du voyage de fin d'année. Tu es en seconde. C'est une offre de préinscription. Tout le monde le fait. J'étais trop fatigué pour discuter de la logique adolescente. Demande-moi demain quand je pourrai penser clairement. En réponse, un roulement d'yeux. Tellement dramatique, j'ai pensé qu'elle allait se détacher une rétine. Peu importe. Tu ne veux jamais payer pour quelque chose d'amusant de toute façon. Et c'est là que quelque chose en moi a cédé.
J'ai posé mon sac de travail et j'ai regardé cet enfant que je finançais depuis 8 ans. Excuse-moi. Je paie pour ton plaisir depuis 8 ans. Cours de danse, camp d'été, ce voyage de ski, billets de concert, virée shopping. Qu'est-ce que tu penses exactement que je fais avec mon argent? C'est différent. C'est comme des trucs de base. Des trucs de base. 8 ans de trucs de base qui m'ont probablement coûté 80 000 $, sans compter la maison, la nourriture et tout le reste qui maintenait son style de vie à flot. Tu sais quoi? Tu as raison. Je vais m'en tenir aux trucs de base. Nourriture, logement, service public. Tout le reste est en su, et en su, ça coûte de la gratitude. Tu verras combien de gratitude tu veux me montrer, et je verrai combien d'extra je veux fournir. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Probablement la première fois de sa vie, quelqu'un avait lié son attitude à des conséquences. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Cette nuit-là, Valérie a essayé d'arranger les choses en promettant qu'Élodie ferait mieux, que les choses changeraient. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle pensait que j'étais déraisonnable. Elle pensait que demander une simple décence humaine était trop. L'enfant respectueux avait disparu. Maintenant, je vivais avec une étrangère qui partageait l'ADN de ma femme. Et cette étrangère pensait que j'existais uniquement pour financer son style de vie pendant qu'elle me traitait comme une ordure. Les mots d'Antoine continuaient de résonner dans ma tête, assure-toi juste qu'ils ne te brisent pas dans le processus. Trop tard pour ce conseil, mon frère. La rupture avait déjà commencé. L'année de terminale a apporté la transformation complète de ma femme, de ma partenaire à l'avocate de la défense d'Élodie. Chaque conversation sur le comportement d'Élodie devenait une négociation où j'étais toujours la partie déraisonnable. Chaque limite que j'essayais de fixer était annulée dès que je partais au travail. La situation de la voiture a été mon moment de Damas. J'avais économisé pendant des mois pour offrir à Élodie quelque chose de sûr et fiable pour son 16e anniversaire. J'ai trouvé une Honda Civic parfaite, 3 ans, peu de kilomètres, excellente côte de sécurité. Exactement ce dont un nouveau conducteur avait besoin. Mais la princesse voulait une BMW parce que son amie Manon en avait une. Soudain, mon choix pratique était embarrassant et ferait penser à tout le monde que nous étions pauvres. Le beau-père de Manon comprend que l'image compte, m'a-t-elle informé lors d'une de nos réunions de famille, qui étaient devenues des sessions formalisées où je me faisais devancer 2 contre 1 sur chaque décision impliquant de l'argent. Élodie présentait ses exigences, Valérie expliquait pourquoi elles étaient raisonnables, et je devais financer toutes les absurdités sur lesquelles elles s'étaient mises d'accord. J'ai quand même acheté la Honda. J'ai eu 2 semaines de traitement silencieux et de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont son vrai père aurait compris. Son vrai père, qui n'avait pas appelé depuis 6 mois et envoyé une pension alimentaire aussi souvent que la comète de Halley, est apparu. Le traitement silencieux était presque paisible. Honnêtement, pas de demande, pas de roulement d'yeux, pas d'être traité comme un distributeur de billets à pattes. Antoine est venu ce week-end et a immédiatement remarqué l'amélioration de mon niveau de stress. Les enfants te font la gueule. On dirait qu'elle te rend service. Quand je lui ai parlé des exigences de la BMW, il a secoué la tête. La gamine prend une leçon de réalité. La plupart d'entre nous avaient de la chance si notre première voiture avait une radio qui fonctionnait et des pneus assortis. Mais la dispute qui m'a vraiment ouvert les yeux est survenue quand Élodie a emprunté la voiture de Valérie et est rentrée avec une éraflure sur le côté après avoir heurté un poteau. Quand j'ai signalé les 800 $ de dégâts, la réponse de Valérie a été que les accidents arrivent. Élodie, ayant entendu, a décidé de nous faire part de sa sagesse. Peut-être que si tu m'avais acheté une voiture avec de meilleures caractéristiques de sécurité, cela ne serait pas arrivé. L'audace était à couper le souffle. Elle avait endommagé des biens par une conduite imprudente. Et d'une manière ou d'une autre, c'était ma faute de ne pas lui avoir acheté un véhicule de luxe. C'est une logique intéressante, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Donc, si je t'achète une Ferrari et que tu la casses, c'est ma faute de ne pas t'avoir acheté un tank. Ne sois pas ridicule. Non, s'il te plaît, explique-moi comment ton incapacité à juger les distances en te garant est ma responsabilité. C'est alors que Valérie a sauté avec son manuel de défense habituel. Elle apprend. Tout le monde a des accidents quand il commence. Tout le monde paie pour ses accidents quand il commence. C'est comme ça qu'on apprend. Mais au lieu qu'Élodie prenne ses responsabilités,
elle voulait que je paie la réparation sans aucune conséquence pour le conducteur. Quand j'ai suggéré qu'elle prenne un emploi à temps partiel pour couvrir les dégâts, Valérie a agi comme si j'avais suggéré de l'asservissement. Elle doit se concentrer sur l'école. Elle doit se concentrer sur ne pas heurter d'objets stationnaires avec des véhicules en mouvement. Cette nuit-là, j'ai décidé qu'il était temps pour une réunion venez à Jésus. Je les ai toutes les deux assises et j'ai dit les choses clairement. Élodie, j'ai été ton père pendant 11 ans. Je t'ai pourvu, je t'ai protégé et je t'ai aimé comme mon propre sang. Mais en cours de route, tu as décidé que cela faisait de moi ton distributeur de billets personnels au lieu de ton père. Le silence qui a suivi était révélateur. Quand je lui ai demandé quand elle m'avait remercié pour quoi que ce soit pour la dernière fois, m'avait appelé papa, ou avait agi comme si elle était heureuse de me voir, elle n'avait rien. J'ai dépensé probablement 100 000 $ pour toi au fil des ans. Fonds universitaires, activités, vêtements, nourriture, logement, assurance, factures médicales, et ta réponse est de me traiter comme une gêne que tu dois tolérer pour obtenir de l'argent. Quand je me suis tourné vers Valérie à propos d'avoir permis ce comportement, elle m'a sorti l'excuse classique, c'est une adolescente. Elle a 17 ans. Dans un an, elle sera adulte. Et en ce moment, elle est complètement mal préparée pour un monde qui ne lui donnera pas tout ce qu'elle veut juste parce qu'elle existe. La réponse de Valérie fut que je ne pouvais pas rendre l'amour conditionnel. Mais je ne rendais pas l'amour conditionnel. Je rendais le soutien financier conditionnel. Parce qu'en ce moment, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Et les deux personnes que je soutenais me traitaient exactement comme telles. J'ai tracé une ligne dans le sable ce jour-là. Élodie commencerait à contribuer au foyer avec des tâches, du respect et une décence humaine de base. Valérie me soutiendrait au lieu de saper chaque limite que je fixais. Ou je trouverais un autre endroit où vivre où j'étais réellement désiré. L'ultimatum m'a valu exactement 3 jours de meilleur comportement avant que les choses ne redeviennent normales. Elles pensaient que je bluffais. Elles étaient sur le point de découvrir à quel point elles avaient tort. L'année de terminale a apporté une tension que l'on pouvait couper au couteau. L'incident du dîner a été le coup de grâce. Je recevais des amis. Michel et sa femme Sophie, quelques autres gars du métier, plus Antoine. Rien de fantaisiste, juste des hamburgers au barbecue et des verres un samedi soir. Une soirée normale de week-end quand on est un adulte avec de vrais amis. J'attendais cela avec impatience depuis des semaines. Le travail avait été brutal. Des emplois commerciaux consécutifs, de longues heures, des clients difficiles. Recevoir des gens me donnait l'impression de revenir à une vie normale au lieu de marcher constamment sur des œufs dans ma propre maison. Nous étions assis à discuter du métier quand Michel a mentionné à quel point l'université coûtait cher. J'ai fait un commentaire désinvolte sur le fait d'avoir au moins de l'argent économisé pour l'éducation d'Élodie, en supposant qu'elle ne voulait pas aller quelque part de ridicule comme NYU. Sophie a ri. Parents intelligents. Nous avons commencé à économiser quand Emma est née et ce n'est toujours pas suffisant. La clé est de commencer tôt et d'être réaliste quant aux attentes, ai-je dit, ne sachant pas que j'étais sur le point de recevoir une leçon magistrale sur les attentes irréalistes. C'est alors que la princesse a décidé de faire sa grande entrée. Téléphone constamment attaché à sa main comme un appareil de maintien en vie. En fait, j'ai été accepté à NYU et j'y vais. Maman et moi en avons déjà parlé. Nouvelle pour moi. La table est devenue silencieuse car même mes amis pouvaient voir que ça allait mal tourner. Michel a bougé inconfortablement. NYU est une excellente école. Chère, mais excellente. Félicitations. Nous devrons discuter des finances pour ça. Le fonds couvre une université d'État. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que la terre était plate. Tu vas sérieusement ruiner mon avenir à cause de l'argent? Je ne ruine rien. Je suis réaliste quant à ce que nous pouvons nous permettre. Antoine, qui sirotait son verre et regardait la scène se dérouler, a croisé mon regard et a fait un imperceptible hochement de tête. Il voyait où cela menait. Et c'est laquelle a décidé de faire un spectacle pour nos invités. Elle a commencé à rager sur le fait que je ne l'avais jamais traitée comme si elle faisait partie de la famille. Comment j'agissais comme si chaque dollar que je dépensais était une énorme faveur. Comment je devrais être reconnaissant qu'elle ne nous laisse pas vivre dans la pauvreté. Reconnaissant. La femme de Michel avait l'air confuse. Ne devrait-ce pas être le contraire? Mais Élodie ne faisait que commencer.
Il se plaint toujours de l'argent. Toujours à me faire sentir coupable d'avoir besoin de choses. Genre, désolé de coûter de l'argent à élever. Peut-être que tu n'aurais pas dû épouser quelqu'un avec un enfant si tu ne pouvais pas le gérer. Cet enfant qui vivait gratuitement dans ma maison depuis des années, dont chaque besoin avait été satisfait par mon salaire, me faisait la morale sur la gratitude pendant que j'organisais un dîner. Tu devrais aller dans ta chambre, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Ne me dis pas quoi faire. Tu n'es pas mon père. Tu n'es qu'un type que ma mère a épousé et qui pense que l'argent le rend important. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Des années à être son père, et c'est ce que j'étais pour elle, un type que sa mère avait épousé. La voix d'Antoine a coupé la tension comme un couteau. Et, quelqu'un veut un autre verre? J'ai regardé Valérie, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Une correction, une réprimande. Diable, même des excuses embarrassées à nos invités. Au lieu de cela, elle s'est levée et a mis son bras autour d'Élodie. Elle est bouleversée par le stress de l'université. Peut-être devrions-nous écourter la soirée. Pav, excuse-toi auprès de l'homme qui t'a élevé. Pav, c'était totalement inapproprié. Juste une excuse et une suggestion que nos invités partent afin que sa précieuse fille n'ait pas à faire face aux conséquences de m'avoir publiquement humilié dans ma propre maison. Michel s'est levé lentement, visiblement mal à l'aise. Oui, nous devrions probablement partir. Merci pour le dîner. Sophie m'a lancé un regard de sympathie alors qu'ils ramassaient leurs affaires. Les hamburgers étaient excellents. On se reparle bientôt. Antoine est resté. En fait, je pense que je vais rester et aider à nettoyer. Après le départ de mes amis, l'air dûment mortifié, je suis revenu pour trouver la mère et la fille dans la cuisine, chuchotant comme des conspiratrices planifiant la prochaine phase de leur campagne. Eh bien, ai-je dit, à moi d'expliquer ce qui vient de se passer devant mes invités. La réponse de Valérie fut qu'Élodie était bouleversée et que l'université était stressante. Quand j'ai fait remarquer que l'université qu'elle était censée fréquenter coûtait 60 000 $ par an et que le fonds ne contenait que 85 000 $, elles ont suggéré de contracter des prêts. Nous pourrions contracter des prêts. Ce qui signifiait que je pourrais contracter des prêts puisque la princesse n'était pas vraiment éligible aux prêts. C'est alors que Valérie a montré ses vraies couleurs. Peut-être que si tu la traitais vraiment comme ta fille au lieu d'un cas de charité, elle agirait comme telle. Cas de charité. J'avais traité cet enfant mieux que son propre père biologique ne l'avait jamais fait. Et la réponse de ma femme fut de la défendre quand elle m'a appelé un type que tu as épousé. Tu as raison, leur ai-je dit à toutes les deux. Je ne suis qu'un type que tu as épousé parce qu'un vrai père obtiendrait le respect dans sa propre maison. Un vrai père n'aurait pas sa femme qui chercherait des excuses quand son enfant l'humilie publiquement. Eh bien, si tu voulais contrôler quelqu'un, peut-être que tu aurais dû avoir ton propre enfant, a rétorqué Valérie. Ce qui a suivi fut un silence complet. Mais le mal était fait. Elles avaient fait leur choix et j'avais fait le mien. Tu as raison, ai-je simplement dit, mettant fin à la dispute. Antoine, qui nettoyait tranquillement la vaisselle en arrière-plan, a finalement pris la parole. Tu sais ce qui est fascinant? Je suis là depuis 3 heures et pas une seule fois je ne les ai vus te remercier pour la maison, la nourriture, le style de vie ou les 11 ans à jouer le rôle de père. Mais elle savait très bien où enfoncer le couteau quand elle voulait te faire du mal. Oh, et cette acceptation à NYQ. Complètement fausse. J'ai vérifié. Elle avait menti à ce sujet aussi. Tout comme elle avait menti sur tout le reste quand elle voulait quelque chose. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon bureau, mais je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé la majeure partie de la nuit à planifier mon départ parce que si je n'étais qu'un type que Valérie avait épousé, alors un type que Valérie avait épousé pouvait tout aussi facilement devenir un type à qui Valérie avait été mariée. L'option nucléaire n'était plus seulement sur la table. Elle était chargée et prête à être lancée. Le lundi matin, j'ai fait 3 choses qui ont tout changé pour toujours. J'ai transféré tous les revenus de mon entreprise sur un compte séparé, j'ai appelé mon avocat et j'ai liquidé le fonds universitaire d'Élodie. Tous les 85 000 $. Disparus. Évanouis. Pouf. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je les ai laissés penser que tout était normal pendant que je mettais de l'ordre dans mes affaires. Il a fallu environ une semaine pour préparer les documents et protéger mes actifs. Antoine a été le seul à qui j'ai parlé du plan. Sa réponse, il était temps, bon sang.
Je commençais à penser qu'elle t'avait aspiré la colonne vertébrale en même temps que ton compte en banque. L'avocate était une femme nommée Jeanne qui avait géré suffisamment de cas de divorce pour repérer les signes immédiatement. Laissez-moi deviner, vous avez financé le style de vie de tout le monde tout en étant traité comme une ordure. Quand j'ai expliqué la situation, elle a hoché la tête comme si elle l'avait entendu 1000 fois. Cas classique. Vous êtes le pourvoyeur, pas le partenaire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tout gardé à votre nom. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez découvrir à quel point les gens deviennent méchants quand leur ticket repas disparaît. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu quand l'assurance auto d'Élodie a été annulée. Elle l'a découvert à ses dépens quand elle a été arrêtée pour excès de vitesse et que le policier l'a informé qu'elle conduisait sans assurance. « Qu'est-ce qui est arrivé à mon assurance ?» a-t-elle exigé en rentrant à la maison. « J'ai cessé de la payer. »« Tu ne peux pas faire ça. »« J'ai besoin de ma voiture. »« Alors trouve un travail et paie à toi-même. » Valérie est arrivée en courant de la cuisine, prête à négocier au nom de sa cliente. Quand j'ai expliqué que je ne payais pas pour des gens qui me manquaient de respect, elle a essayé l'argument « elle a besoin de sa voiture pour l'école. » Elle a besoin de beaucoup de choses. Le respect étant la principale. Élodie a ensuite tenté l'approche apologétique. Des larmes de crocodile, disant qu'elle était désolée et ne le pensait pas. Juste stressée par l'université, tu sais. Je ne pensais pas ces choses sur le fait que tu n'étais pas mon père. En fait, je pense que tu pensais chaque mot, et c'est bien, mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit je suis ton père qui mérite le respect, soit je ne suis qu'un type que ta mère a épousé qui ne te doit rien. Tu as déjà choisi. Les larmes ont séché très vite quand elle a réalisé que l'excuse ne fonctionnait pas. La véritable crise est survenue lorsqu'elles ont découvert que le fonds universitaire était vide. J'étais dans le garage, travaillant sur mon camion, quand j'ai entendu les cris de l'intérieur. Élodie avait essayé de vérifier le solde en ligne et avait trouvé un grand zéro là où il y avait 85 000 $. Elle a fait irruption dans le garage comme une furie. « Qu'est-ce que tu as fait ? » ?»« J'ai liquidé le compte. »« Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent. » En fait, c'était mon argent. Chaque dépôt provenait de mon compte professionnel. Le compte était à mon nom. Légalement, il a toujours été le mien. Crise de panique totale. La réalisation que son voyage gratuit à l'université venait de s'évaporer l'a frappée comme un train de marchandises. Mais j'allais l'utiliser pour l'école. Non, tu allais l'utiliser pour faire la fête dans une université chère pour laquelle tu n'es même pas qualifié. Chose différente. Quand Valérie a rejoint le chaos et a commencé à crier que je détruisais l'avenir d'Élodie, je lui ai tendu les papiers de divorce que j'avais dans ma poche arrière. Le silence était magnifique. Valérie a regardé ces papiers comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes anciens. « Tu es sérieux ? Tu divorces de moi pour ça ? » ?»« Oui, je le suis. Tu as clairement indiqué que tu défendrais toujours ta fille, même quand elle a tort. Je nous rends service à tous les deux. C'est mon enfant. Comment as-tu pu ? Et j'étais ton mari, jamais son père. Vous l'avez toutes les deux clairement indiqué. » Élodie continuait sa crise à propos de l'argent, ajoutant maintenant des menaces de se battre devant les tribunaux. « Bonne chance avec ça, chérie. Chaque dépôt était documenté. Chaque centime provenait de mon entreprise. Et le compte a toujours été à mon nom en tant que dépositaire. » La réalité a commencé à s'installer rapidement. Elles étaient passées d'une vie de classe moyenne confortable à une mère célibataire et sa fille en difficulté en l'espace de 10 minutes. Quand Valérie a demandé ce qu'elles étaient censées faire, comment elles allaient survivre, je lui ai donné la réponse honnête. De la même manière que des millions d'autres mères célibataires le font. Vous vous débrouillerez. Elles ont tout essayé après cela. Des promesses de changer de comportement, des menaces d'action en justice, des culpabilisations sur l'abandon de la famille. Rien n'a fonctionné parce que rien n'était sincère. Les papiers ont été signifiés le lendemain. 11 ans de mariage et 13 ans à jouer le rôle de père pour une enfant ingrate étaient officiellement terminés. Elles avaient 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le compte à rebours de l'expulsion avait commencé, et j'en avais enfin fini d'être le type que tout le monde prenait pour acquis. Les premiers mois après leur départ furent étranges. Je rentrais à la maison dans un silence complet. Pas de drame adolescent, pas de demande d'argent, pas de marcher sur des œufs autour des sentiments de qui que ce soit,
juste une paix pure et bénie. Il a fallu du temps pour s'adapter. 13 ans de chaos constant ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je me surprenais à écouter des pas à l'étage ou à attendre que quelqu'un me demande quelque chose. Mais lentement, j'ai commencé à me souvenir ce que c'était de réellement vivre dans mon propre espace au lieu de simplement le payer. La maison semblait plus grande d'une manière ou d'une autre. J'ai transformé l'ancienne chambre d'Élodie en un véritable bureau à domicile. Je me suis débarrassé des meubles qui me rappelaient elle. En gros, j'ai récupéré chaque centimètre de l'endroit. Nouvelle peinture, nouvelle moquette, tout neuf. C'était comme exorciser des fantômes. Les affaires allaient mieux que jamais. Incroyable la richesse que l'on peut construire quand on ne saigne pas d'argent pour les goûts coûteux des autres et les fonds universitaires imaginaires. Le stress de se disputer constamment pour de l'argent a juste disparu. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans toute cette situation, a dit Antoine un jour alors que nous installions un nouveau chauffe-eau. Tu t'es enfin souvenu que tu avais des couilles. Je commençais à penser qu'elle s'était installée avec ta colonne vertébrale. Environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un message de Sandrine, une ancienne amie de Valérie. La silencieuse qui semblait toujours observer plus que participer à leur cercle social. Et, j'ai entendu parler du divorce. Je voulais juste te dire, je suis désolé que tu aies traversé ça. Tu ne le mérites pas, vraiment. J'ai failli ne pas répondre. La dernière chose dont j'avais besoin était d'être entraîné dans le drame de Valérie par ses amis, mais quelque chose dans le message semblait sincère, alors je l'ai remercié. Je sais que nous ne nous connaissons pas vraiment, mais si tu veux un jour prendre un café et parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué dans la situation, fais-le-moi savoir. Nous nous sommes rencontrés pour un café la semaine suivante. Rien de romantique, juste 2 adultes ayant une conversation normale. Elle a demandé comment j'allais. Elle semblait sincèrement intéressée par ma réponse. Elle n'a pas fouillé pour les potins ni essayé de me faire parler de mon ex. J'ai regardé toute cette situation pendant des années, a-t-elle dit finalement. Tu as tellement essayé de faire en sorte que ça marche. Elles n'ont tout simplement pas pu voir ce qu'elles avaient. La première fois depuis le divorce que quelqu'un reconnaissait ce à quoi j'avais réellement eu affaire. Ne pas prendre parti, ne pas trouver d'excuses, juste voir la réalité de la situation. Le café s'est transformé en dîner, le dîner s'est transformé en film, et finalement nous avons passé beaucoup de temps ensemble, mais nous avons pris notre temps. Je n'étais pas prêt à me lancer dans quelque chose de sérieux, et elle a compris cela complètement. Je ne vais nulle part, a-t-elle dit quand j'ai expliqué mon hésitation à propos des relations. Prends tout le temps dont tu as besoin pour savoir ce que tu veux. Par l'intermédiaire de Sandrine, j'ai entendu des bribes sur la façon dont Valérie et Élodie s'adaptaient à la réalité. Elles avaient déménagé dans un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, partageant un loyer de $1 200 et se disputant pour l'argent de l'épicerie. Valérie travaillait maintenant à plein temps. Élodie travaillait à temps partiel chez Target tout en essayant de s'inscrire au collège communautaire. L'adaptation était apparemment brutale. Elles étaient passées d'une maison confortable avec toutes les factures payées à la dure réalité d'un budget réel. Il s'avère que lorsque vous ne vivez pas de la générosité de quelqu'un d'autre, l'argent devient vite serré. Valérie continue de demander si je pense que tu changeras d'avis sur le fonds universitaire, m'a dit Sandrine un soir. Elle semble penser que tout cela n'est qu'une leçon élaborée et que tu finiras par leur rendre l'argent. Ça n'arrivera pas. Ce navire a navigué, a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan. Environ 6 mois plus tard, Sandrine a mentionné qu'Élodie avait essayé de contacter son père biologique pour de l'argent pour l'université. Le gars avait apparemment ri et lui avait raccroché au nez. Le meilleur, c'est que j'étais vraiment heureux. Pas seulement soulagé d'être sorti d'une mauvaise situation, mais réellement heureux. Sandrine était tout ce que Valérie n'était pas. Soutenante, reconnaissante, posée. Elle avait son propre travail, son propre logement, son propre argent. Concept révolutionnaire. Quand elle a finalement emménagé avec moi près d'1 an plus tard, c'était parce que nous voulions construire quelque chose ensemble, pas parce qu'elle avait besoin d'un endroit où vivre. Elle contribuait aux dépenses, aidait aux améliorations de la maison, traitait mon espace comme le nôtre au lieu du sien à redécorer. Et le respect, elle appréciait mon opinion, soutenait mes décisions, semblait réellement apprécier ma présence. Nous nous sommes fiancés 2 ans après le divorce définitif. Proposition simple, rien de dramatique. Juste 2 adultes qui avaient trouvé quelque chose de réel et voulaient l'officialiser. Antoine l'aimait bien et était heureux pour moi.
Mais la vraie surprise est venue quand Sandrine m'a dit qu'elle était enceinte. Je n'avais jamais pensé à avoir des enfants biologiques. Après Élodie, j'ai pensé que mes jours de parentage étaient derrière moi. Mais en tenant cette échographie, en voyant mon propre enfant pour la première fois, quelque chose de profond dans ma poitrine s'est ouvert. Cet enfant serait le mien dès le premier jour. Pas de loyauté concurrente, pas de rappel sur les vrais pères, pas des années à construire une relation pour ensuite la voir me être jetée à la figure, juste un amour pur et simple. Nous nous sommes mariés 6 mois avant la naissance de notre fils. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. La vie était belle, vraiment belle. Et j'avais presque complètement oublié mes vieux problèmes jusqu'à ce qu'ils décident de me rappeler qu'ils existaient toujours. 5 ans après le divorce, je vivais un rêve. Marié à Sandrine, père de notre fils de 3 ans, Jacques, l'entreprise prospère, la maison entièrement rénovée, et me sentant chez moi pour la première fois depuis des années. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. Puis ma sonnette a retenti un dimanche matin. Sandrine donnait le bain à Jacques à l'étage, et je profitais de mon café comme un être humain civilisé quand j'ai ouvert la porte pour trouver 2 femmes que je reconnaissais à peine. Valérie avait l'air d'avoir vieilli de 15 ans au lieu de 5. Des rides de stress, des cheveux gris qu'elle ne se donnait pas la peine de cacher, des vêtements qui criaient chèque de paix à chèque de paix. Élodie était avec elle, et la transformation était encore plus dramatique. Fini la princesse capricieuse qui exigeait des créateurs pour tout. Nous devons parler, a dit Valérie. Non, nous n'avons pas à parler, ai-je répondu, commençant à fermer la porte. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je les ai laissées entrer. Elles se sont assises sur le canapé que Sandrine et moi avions choisi ensemble, regardant l'espace rénové comme si elles visitaient un musée de leur ancienne vie. L'endroit a l'air incroyable. Vraiment de belles rénovations. Qu'est-ce que vous voulez? Elles ont échangé des regards, ayant clairement répété cette conversation. Élodie est enfin prête pour l'université. Elle a travaillé et économisé pendant 3 ans maintenant, elle a vraiment remis sa vie sur les rails. Elle a juste besoin d'aide pour les frais de scolarité de l'université d'État. J'ai failli rire. Presque. Et tu as pensé que ça m'intéresserait parce que tu l'as élevée. Parce qu'elle a appris de ses erreurs. Parce que tu l'as aimée une fois. J'ai aimé une enfant qui m'appelait papa et appréciait ce que je faisais pour elle. Cet enfant n'existe plus. Elle n'a jamais existé. Élodie a finalement pris la parole avec ce qui était manifestement un discours préparé sur à quel point elle avait été terrible. Comment elle avait dit des choses horribles et m'avait traité comme une ordure, mais comment elle avait grandi et comprenait maintenant tout ce que j'avais sacrifié. Je sais que je ne peux pas reprendre ce que j'ai dit cette nuit-là sur le fait que tu n'étais pas mon père. J'étais en colère et stupide et je t'ai fait du mal. Mais j'ai eu 5 ans pour réfléchir à ce que j'ai perdu quand je t'ai perdu. Les mots sonnaient répétés, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait un véritable regret. Le problème était trop peu, trop tard. Tant mieux pour toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Puis vint la véritable raison de la visite. Valérie avait perdu son emploi le mois dernier. Elles avaient 3 mois de retard de loyer. L'expulsion était imminente. Son père biologique ne voulait pas aider. Bien sûr, ça ressemble à un problème qui te concerne. C'est alors que j'ai entendu de petits pas dans les escaliers. Jacques est arrivé en courant dans le salon, fraîchement lavé et en pyjama, se jetant sur moi avec ce genre de joie pure qui me renversait toujours à chaque fois. Papa. Je l'ai pris dans mes bras et il a immédiatement commencé à baragouiner sur le camion jouet avec lequel il jouait à l'étage. Cet enfant qui me voyait comme le centre de son univers, qui me faisait entièrement confiance, qui ne se demanderait jamais s'il avait sa place dans ma vie. C'est ton fils, a dit Valérie. Oui, il l'est. Sandrine est apparue en haut des escaliers, et quand elle a vu qui était dans notre salon, son expression a viré à quelque chose entre la surprise et la colère. La tension a immédiatement monté d'un cran. Sandrine s'est placée à côté de moi, posant sa main sur le dos de Jacques dans un geste à la fois protecteur et possessif. Elle partait juste, ai-je dit. En fait, nous n'avions pas fini de parler. Si, vous avez fini, a dit Sandrine fermement. C'est notre maison, notre temps en famille. Quoi que vous vouliez de mon mari, la réponse est non. Je n'avais jamais entendu Sandrine utiliser ce ton auparavant.
Un acier pur enveloppé de politesse. La même voix qu'elle utilisait probablement avec des clients difficiles qui pensaient pouvoir la piétiner. Ton mari? Le masque de Valérie a complètement glissé. J'ai été marié à lui pendant 11 ans. J'ai construit un partenariat avec lui. Tu as construit une dictature où il payait pour tout et n'obtenait rien en retour. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Je t'ai vu le prendre pour acquis pendant des années. J'ai vu ta fille le traiter comme une ordure pendant qu'il continuait d'essayer de gagner l'amour de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de le donner. Quand Élodie a essayé de défendre la façon dont les choses étaient auparavant, Sandrine l'a coupé. Quand as-tu appelé ton père pour la dernière fois? Quand as-tu été reconnaissante pour quelque chose qu'il a fait? Silence. Magnifique. Silence révélateur. Valérie devenait désespérée maintenant, parlant de famille et d'histoire, et de comment je ne pouvais pas simplement jeter ça. Regarde-moi faire, ai-je dit, faisant écho aux mots que j'avais utilisés 5 ans plus tôt. Mais ensuite, elle a franchi une ligne. Tu as un fils maintenant? Tu ne veux pas qu'il apprenne le pardon, à aider sa famille. C'est alors que j'ai vraiment perdu la tête. N'utilise jamais mon fils pour me manipuler. Il va apprendre que le respect se gagne, il n'est pas dû. Et il apprendra sûrement qu'on ne récompense pas les gens qui vous traitent comme. Sandrine s'est avancée. Vous devez partir maintenant. Mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine, qui passait apparemment en voiture. J'ai vu une Honda déglinguer dans ton allée. Soit tu as dégradé tes goûts en voiture, soit ton passé te hante. Besoin de renfort ou d'un alibi? Alors qu'elle marchait vers leur vieille voiture, la même Honda que j'avais achetée à Élodie pour ses 16 ans, maintenant tenue ensemble avec du ruban adhésif et de l'espoir, j'ai entendu Valérie parler avec colère à Élodie à ce sujet et comment j'avais changé. Je n'avais pas changé. J'avais juste enfin appris ma valeur. J'ai répondu à Antoine. Passé égal exorcisé. Alibi inutile. Merci de m'avoir soutenu. Sa réponse. Bien. Maintenant retourne auprès de ta vraie famille et ne laisse pas les fantômes gâcher ton dimanche. Cette nuit-là, après que Jacques soit endormi, Sandrine et moi nous sommes assis sur notre terrasse avec un verre. Ça va, a-t-elle demandé. Mieux que ça. Ça m'a rappelé pourquoi j'avais fait les bons choix. Elle s'est appuyée contre moi. Ton fils a de la chance de t'avoir. J'ai de la chance de vous avoir tous les deux. En regardant ce que j'avais construit, une femme qui me respectait, un fils qui m'adorait, une entreprise qui prospérait, une maison qui ressemblait enfin à un foyer. Je ne pouvais pas imaginer retourner à cette ancienne vie. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous vider. D'autres viennent pour vous épanouir. J'avais enfin appris la différence et je ne reviendrai jamais en arrière.